Ok, on est deux étudiants de l'ESCP. On a décidé de partir à la rencontre d'anciens élèves de l'école aux carrières internationales et qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on va rencontrer et boire des bières avec Caroline Moreau, la General Manager de Carlsberg Singapour. Pour contextualiser un peu, Carlsberg, c'est un groupe qui détient vraiment plusieurs marques. Par exemple, ils ont Somersby, 1664, ils ont Kronenbourg. Donc ils ont vraiment tout un panel et c'est un peu les leaders du marché avec Heineken. En 15 ans, j'ai eu 1 milliard de vies. Je pourrais pas rester dans un job dans lequel je m'ennuie, c'est pas possible. Je me suis jamais ennuyée. C'est-à-dire que tout est possible. Je peux bosser en France, je peux bosser en Europe, je peux bosser en Asie, je peux faire de la vente, du marketing, je peux faire gérer un manager. Je m'attendais à ce que ce soit différent, l'Europe et l'Asie. On le sait tous. D'ailleurs, pour moi, ça a toujours été attractif comme le feu. C'est là que tout se passe. On sait que c'est différent, mais quand on est dedans, c'est un tsunami. Je pourrais dire aux jeunes, je dis, mais prenez l'initiative. Souvent, les gens qui ne les prennent pas pourraient regarder ceux qui les prennent en disant ouais, c'est facile. Mais c'est jamais facile. Il n'y a absolument rien au monde qui arrive sur un plateau d'argent. Ça n'existe pas. Ceux qui croient que ouais, ils ont de la chance, de toute façon c'est facile pour eux, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Alors, moi, quand je recrute des gens, ma priorité, c'est les soft skills sur les hard skills. La personnalité, le caractère, la profondeur de la personne et de l'énergie qu'elle a, plutôt que les skills, parce que les skills, ça s'acquiert. Les compétences, ça s'acquiert. Je suis un élève de l'ESCP. Maintenant, je suis General Manager de Carlsberg Singapour. Et avant, j'ai fait pendant plus de 20 ans différentes positions, marketing et vente, en France, Copenhague, Malaisie et Singapour. Quand je suis passée en Malaisie, ça a été une aventure culturelle renversante. Je m'attendais à ce que ce soit différent, l'Europe et l'Asie. On le sait tous. D'ailleurs, pour moi, ça a toujours été attractif comme le feu. Je me suis dit, c'est là que la croissance arrive, c'est là que tout se passe. On sait que c'est différent. On le sent. Mais quand on est dedans, c'est un tsunami. Ouais, j'ai vraiment sous-estimé la déferlante que je me suis prise. Et à tous les niveaux. Donc, je suis arrivée de Danemark et Malaisie. Au Danemark et Asie, c'est comme ça. Il n'y a pas plus 180 degrés que ça, à plein niveau. Le Danemark, et la France aussi, c'est très égalitaire. C'est pas très bien perçu même d'avoir des gens qui mettent en avant leur succès. C'est pas les choses qu'on valorise. Je me souviens au Danemark, notre CEO, il faisait la queue comme tout le monde pour prendre son café. Quand je suis arrivée en Asie, en Malaisie, mais c'est pareil à Singapour, c'est très status driven. C'est vraiment je me souviens, la première fois que je suis arrivée en Malaisie, il y avait le guard house et il y avait, je crois, 25 personnes, des gens de la production qui attendaient devant moi. Donc je suis arrivée, je faisais la queue quoi, pour badger et rentrer. Et le guard house, il m'a vu, immédiatement, il a sifflé toute la ligne et les 25 personnes se sont décentrées. Je me suis dit, je me suis sentie souvent embarrassée parce que j'ai trouvé que c'était irrespectueux. Mais qui je suis quoi, pour bypasser tous ces pauvres gens qui vont travailler aussi comme moi? Je dis non, revenez dans la ligne. Alors ils m'ont regardé, ils sont revenus dans la ligne. Et puis le gars là-haut, il a été non, pas du tout. Tout le monde, step aside. Partout, vous avez votre siège qui est réservé, vous avez votre assiette avec marqué boss dessus. Enfin, c'est vraiment, c'est très voilà, status driven. Et c'est pas mal vu, c'est-à-dire que tous les signes de succès sont valorisés. Donc c'est pour ça que les marques de luxe françaises explosent parce que ce sont des signes de succès. On est plutôt direct en Europe, que ce soit en France ou au Danemark, tu mets le problème sur la table pour qu'il soit résolu. Hein. Enfin, ça semble plutôt naturel. Je dirais même qu'on est plus que direct en France, on est confrontational. C'est-à-dire que on commence par un bon conflit, une bonne grève, et après on discute. Mais bon, on est plutôt direct, on va dire. C'est pas du tout le cas en Asie. En Asie, c'est indirect et c'est vraiment ce qu'on appelle value face. Tu dois vraiment préserver la value face de l'autre. En Europe, c'est très la tâche avant tout. Non, ouais, la tâche au Danemark, pas en France. La tâche avant tout. Tu fais bien ton travail et après, la relation, tu peux l'avoir. Quand je suis arrivée au Danemark, je voulais prendre un café, je voulais prendre une bière, éventuellement prendre une heure pour avoir pendant l'heure du repas, pour voilà, construire la relation. Non, hein. Ils arrivent, ils mettent le headphone, ils bossent, ils mangent devant leurs écrans, à 4 heures, ils s'en vont, ils retournent chez eux. Donc c'est vraiment, ils bossent, et la place pour le social vient après. En Asie, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la relation d'abord. Et quand tu as construit la relation, tu as le business qui vient. J'avais un exemple où j'avais bossé sur un contrat avec la Corée du Sud.
Et donc, j'avais drafté un contrat qui était bien, avec voilà, les différents types de collaborations. On avait plein de rendez-vous avec eux pendant 2-3 mois, je pense. Et on est arrivé sur quelque chose qui était vraiment pas mal ficelé. Et là, le big boss me dit, ouais, ça tient bien. Alors, ce que je propose avant de signer, c'est qu'on passe 6 mois à bien se connaître. Donc, on va passer 6 mois vous allez voler jusqu'à South Korea, on va voler jusqu'à Malaisie, on va prendre quelques dîners, on va se connaître. Et puis, si on s'apprécie, eh ben, on signe. On ne peut pas signer d'abord. Ça, c'était mon côté français. Management aussi, c'est complètement différent. En Europe, c'est pas bien vu. C'est-à-dire, un manager, il doit avoir l'overview, la big picture. Et s'il ne connaît pas tous les détails, ça va, c'est normal. Et c'est plutôt même valorisé. Ça veut dire qu'il a bien délégué et que voilà, il ne fait pas du micromanagement. C'est très, très bien vu. On va dire qu'en Asie, tu as besoin d'avoir de l'agilité. Tu dois passer de la stratégie à l'exécution et c'est attendu. Donc, tu as vraiment... Bref, tu as... Pareil, en France, tout le monde commence par non. Vous verrez, vous ferez attention. Toutes les phrases, c'est non. Non. Puis finalement, ils vont faire super bien, mais ils commencent leur phrase par non. En Asie, tout le monde vous dit oui. Enfin, je ne vais pas dire en Asie, je vais dire Malaisie, Singapour. Ils commencent toutes leurs phrases par oui, bien sûr. La première fois que je suis arrivée, je me dis c'est fantastique. Ils sont incroyables. Rien n'est impossible avec eux. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une palette de oui. Voilà. Ça va du oui au yes, can. Voilà, il y a une palette de oui. Parce que dire non, c'est pareil, vous faites perdre la face à votre boss. C'est pas possible de faire perdre la face à qui que ce soit. Je vous ai dit, la value face, c'est important. Donc dire non, ce serait manquer de respect à son patron. Donc on dit oui. Mais il faut être capable d'analyser le body language pour comprendre si c'est un vrai oui ou pas. Alors, lequel je vais commencer. Je vais faire les 3 là. Ouais. Alors Connor, c'est un petit peu plus. Est-ce que je peux prendre la bière ici? Donc en fait, c'était une stout. Elle a été créée en Malaisie. Et elle n'existait qu'en fût. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été exportée ou exportable. Et pourquoi elle n'existait qu'en pression? Elle a une mousse qui est très crémeuse. Elle est seulement possible si tu as du nitrogène. Seulement ce nitrogène, on ne peut pas l'avoir là-dedans. Donc en fait, mon grand problème, je m'étais dit, c'est quand même comment mettre ce bijou en canette. Voilà. Et sachant que sur le segment de stout, 80% c'est des canettes. J'avais incapacité de la mettre en canette. Donc là, c'est super créatif aussi. Je suis allée avec la personne de la supply, Peter, et je me suis dit, comment on peut faire? Il a trouvé un moyen de mettre du nitrogène liquide. Juste avant que tu cimes, que tu fermes ton couvercle, tu as le nitrogène liquide qui arrive. Donc tu dois ralentir, mais ton nitrogène, il est en haut, en fait. On dit, il est shy, il ne veut pas se mélanger. Tu vois. Peter m'a dit, OK, je te fais ça. Mais tu vas avoir un challenge marketing parce que tu vas devoir dire à ton consommateur qu'il faut que tu check and pour. La première fois que je suis allée voir un client et je lui ai dit avant de voir, vous allez faire ça. Il m'a dit, vous êtes une grande malade. Et puis après, j'ai dit, je vais l'ouvrir. Ils ont tous fait 3 pas en arrière en se disant, mais jamais, quoi, parce que je vais en avoir plein la chemise. C'est comme ça que tu as activé l'nitrogène et que tu as une jolie mousse. Et du coup, on a lancé ça. L'année d'après, il y a eu le Covid et tous les bars étaient fermés. Donc en fait, tout ça n'était plus accessible. Et si j'avais pas eu ça, on aurait perdu la moitié de la marge de la compagnie. C'est un rituel, toi? Ah ouais, moi c'est une bière. C'est quoi du coup? Moi c'est ça, en fait, j'adore rentrer, j'enlève mes talons, je me sers ma petite bière. Si possible, j'enferme les enfants dans leur chambre. Comme ça, c'est un moment pour moi et avec mon mari. On se débriefe de la journée, c'est un petit moment de chit-chat, c'est léger et voilà, ça dure 20 minutes. C'est quoi ta bière préférée du coup? C'est blanc. C'est pardon? 64 blanc. Ok. Ouais, c'est ma bière préférée. Et j'ai créé Rosé avec. Ah ouais, elle est trop bonne celle-là. J'avais toutes mes bières sur la table et je me souviens tous les personnes qui passaient pendant que je dégustais, ils me disaient t'as un travail trop compliqué, Caroline. Non, mais je te jure, je travaille. J'ai travaillé avec des maîtres brasseurs où je leur ai donné mon brief en disant voilà, 1664, il y a l'origine de la France et en l'occurrence, j'aimais bien l'idée du kir.
Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas faire... j'avais un brief qui était avec le kir, un brief qui était avec le rosé, le vin. Et donc ils vont me développer plein de différents produits. Je teste, je dis non, en fait, ça correspond pas à mon consommateur, ça me correspond pas au moment, parce que je voudrais avoir quelque chose de léger, festif, comme un petit rosé que tu vas ouvrir avec des potes, avec un barbecue. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait 164 rosés. Et maintenant, il y en a plein, il y a plein de goûts, il y a pêche. Ouais, je fais pêche aussi, c'est vrai. Ah, c'est toi aussi? J'ai fait millésime aussi. Parce qu'avant, la bière, c'était on va dire un monomarché, si je caricaturise un petit peu. C'est-à-dire, c'est une cible, les hommes, un besoin, se rafraîchir, un type de produit, la bière blonde, la lager, un territoire, le foot, ou un moment, les potes entre eux. Voilà, donc c'était vraiment assez monofacette. Et puis, la bière a commencé à passer d'une occasion à multi-occasion. Comme je vous ai dit, on peut boire une bière pour être entre potes, on peut boire une bière pour se faire l'accès à la maison. Donc, elle est devenue multi-occasion. Elle est devenue aussi multi-cible. C'est pas que pour les hommes. Les femmes adorent les bières maintenant, parce que si on fait des bières qui sont moins amères, plus sophistiquées, elles adorent. Et du coup, on n'est plus simplement la bière lager, la pilsner. On a des beer styles qui sont infinis. Ça va de la lager, la pierre blanche et FB alcool-free beer qu'on a juste là, une stout que tu as ici, ou les bières d'abbaye. On peut avoir des Indian Pale Ale, si on aime l'amertume, American Pale Ale, Golden Pale Ale. Vous pouvez avoir une multitude de bières. Et parce qu'on a de plus en plus traité la bière comme un vin, finalement, avec une richesse, où on peut de plus en plus ajuster qui aime quoi, à quel moment. Ça a fait exploser le marché de la bière. Alors 1664, que je vous parle un petit peu de 1664, pour le couronnement de la reine Elisabeth. Quand elle est venue en France, on a voulu lui créer la plus belle bière. Donc on a pris les meilleurs ingrédients qui existaient. C'est pour ça que je vous dis que la lager 1664, c'est un bijou, parce qu'on y a mis le Srisselpat, qui est le caviar des houblons, on a mis tout ce qu'on pouvait de mieux qu'on ne pouvait faire dans cette bière. Et d'ailleurs, on lui a aussi fait cette étiquette blanche qui ressemble au manteau royal de la Queen Elizabeth, parce que c'était aussi une façon d'honorer la reine Elisabeth, et on l'appelait 1664, cette édition limitée, en souvenir de la création de la brasserie. Et on a offert cette bière qui était supposée être une édition limitée. C'était un grand carton, un grand succès, et du coup on a décidé de la garder et de la produire éternellement. Et c'est un peu plus tard qu'est venue la variante 1664 blanc. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France ou même en Europe, il y avait l'explosion des crafts et des spécialités. Et du coup, Grimbergen, qui est une marque que vous avez en France, donc, qui a commencé à perdre de son attractivité, de son appeal. Je me suis dit, tiens, si on reconstruisait la microbrasserie à l'intérieur de l'abbaye de Grimbergen, parce que cette abbaye, elle a 9 siècles. Et avant, il y avait une microbrasserie à l'intérieur. Les moines, ils aiment faire de la bière. Donc, j'arrive avec mon projet en tant que jeune marketeuse, pleine d'idéaux. Et mon boss me dit, génial, de quoi tu as besoin? On va à l'Excom et on va obtenir les ressources. Je connaissais absolument rien à l'architecture et à la microbrasserie. Donc, il a fallu tomber un concept. On s'est mis à regarder sur Google les architectes. Voilà, on est parti comme ça. Juridiquement, c'était un cadre qui était hallucinant. C'est un monument protégé, parce que c'est un monument historique, l'abbaye de Grimbergen. Donc, pouvoir toucher des infrastructures, c'est pas possible. Et voilà, 3 ans après, la microbrasserie a été construite. Après, je comprends, quand on est jeune, on pense à son CV, aux grandes entreprises, etc. Mais avec un tout petit peu plus de background, ça fait 20 ans que je travaille, je me dis que les choses qui vraiment nous marquent le plus, c'est ces histoires-là. Comment, en me réveillant un matin, je me souviens, j'avais l'image de Martin Luther King, I have a dream, et je faisais même un jeu de mots, I have a dream. Un conseil que je pourrais donner, restez ouvert. Quand il y a des opportunités qui se présentent, allez-y, quoi. Et je me rends compte que c'est souvent les plus belles histoires et les plus belles aventures que j'ai eues. Mais c'est souvent après une prise de risque. Rester dans sa zone de confort, c'est pas le meilleur moyen. C'est pas là, parce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on fait, on n'est pas challengé, et du coup, il y a une espèce de routine qui s'installe. C'est confortable, hein, mais ça nous amène pas à aller un cran plus loin. Un autre truc, je pourrais dire aux jeunes, je dis, mais prenez l'initiative. Je trouve ça génial que vous m'ayez appelé. Génial! Mais c'est que vous avez pris l'initiative. Et souvent, les gens qui ne les prennent pas pourraient regarder ceux qui les prennent en disant, ouais, c'est facile.
Ouais, peut-être que des gens se disent, bah, pour Caroline, c'est facile, ou pour Noël, pour vous, c'est facile. Mais c'est jamais facile. Il n'y a absolument rien au monde qui arrive sur un plateau d'argent. Ça n'existe pas. Ceux qui croient que, ouais, ils ont de la chance, de toute façon, c'est facile pour eux. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Bon, d'accord, il y a un petit peu de chance. Ça arrive. Mais le gros, c'est du travail, du hard work, du network. Voilà, vous avez aussi activé un network. Hein. C'est aussi du drive. Et puis c'est un peu de courage. Hein. Parce que de l'autre côté de l'initiative, juste avant, il y avait un risque. Vous avez pris le risque. Je sais qu'un risque, ça fait peur, une prise de risque, mais go for it. Voilà, c'est un conseil. Moi, quand je recrute des gens, mais tout le temps, ma priorité, c'est le behavior sur les soft skills sur les hard skills, la personnalité, le caractère, la profondeur de la personne et de l'énergie qu'elle a, plutôt que les skills, parce que les skills, ça s'acquiert, les compétences, ça s'acquiert. L'énergie, bah, tu la channel, quoi. Tu polis ton diamant, mais elle est là, quoi. Construisez, entretenez votre network. Ça n'existe plus maintenant de juste envoyer un CV et d'obtenir un job, ça marche pas comme ça. Et les gens de l'autre côté sont juste des gens normaux. Et voilà, donc n'ayez pas peur. J'aurais tendance à dire, construisez votre network de façon genuine, de façon authentique, pas avec des idées derrière, juste parce que ça fait plaisir de discuter et d'échanger, et ça se construit tout seul. Il y a pas, voilà, faut pas avoir une idée ou attendre un bénéfice immédiat. Investissez et un jour, voilà, il y aura un ROI. Par rapport aussi, on voulait te parler de l'ESCP. Toi, tu t'as fait... Moi, j'ai fait un master en communication et marketing en 1999. J'ai beaucoup aimé mon expérience parce que ça a été, je crois, la première fois où j'ai pu découvrir d'autres profils que le mien. Je me souviens, il y avait des différents profils en termes de culture. J'avais une amie qui était japonaise. Je me souviens au profil en termes de background, il y avait des ingénieurs. J'ai vraiment aimé être confrontée voilà, à cette richesse. Je trouvais ça super intéressant. Et ce que j'avais aimé aussi à l'époque, si je me souviens, c'était qu'il y avait une juste balance entre la théorie, mais aussi ancrée dans la réalité. J'avais des profs qui étaient, je crois, qui venaient du monde du travail. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai commencé chez Coca-Cola, moins 8 ans, où en gros, on va dire, j'ai appris à lire et à écrire en marketing. Donc, j'ai fait 4 ans sur la marque Coca-Cola. Après, j'ai fait 4 ans sur Fanta. Et puis, une fois que j'ai appris à lire et à écrire et que j'ai appris le panel sur le marketing, il y a Carlsberg, au Cronenbourg, qui m'a appelé, qui m'a dit, en gros, est-ce que ça t'intéressait de travailler sur 1664 ? J'ai dit d'accord. Je suis devenue brand directeur sur 1664. Puis après, j'ai vraiment bien managé la brand, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le consommateur, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Pour vraiment développer le business, il y a 3 dominantes que tu dois comprendre et connaître: le consommateur, le shopper et le customer. Donc, j'ai demandé aux ventes si je pouvais joindre leurs équipes pour bien comprendre le customer et le shopper. Là où ça a été un choc culturel, même à l'intérieur de la France, c'est qu'on ne parlait pas du tout la même langue. En marketing, on commence toutes ces approches ou toutes ces phrases par le quoi ou le why, le what et le why. C'est mon idée et pourquoi je la veux. Dans les ventes, ils abordent leurs questions et leurs approches par le how, comment. Comment on va le faire ? Mais c'est normal, c'est leur job. Hein. Leur job, c'est quelle stratégie de prix, quelle promotion, chez qui on va le vendre en premier, via quelle exclusivité. Donc vous avez le what et le why, et vous avez le how. Ça frotte, quoi. Mais le moment où on arrive à combiner, ça fait des plans, mais fantastiques. Comme on a fait un super boulot, ils m'ont contacté à Copenhague et m'ont dit est-ce que tu serais intéressé pour travailler au siège. Et je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que ce qui m'intéresse toujours, c'est de comprendre la vision holistique, la vision d'ensemble. D'abord, j'ai compris les marques. Je me suis dit que pour bien faire du business, les marques, c'est pas suffisant. Il faut comprendre les marques, mais il faut comprendre aussi le consommateur et les ventes. Donc, j'ai pris un step back pour comprendre pour avoir la vision d'ensemble, consommateur, client. Et après, je me suis dit, c'est super intéressant aussi de prendre un autre step back et de comprendre comment, dans un groupe multinational, on peut bien optimiser les synergies qu'on peut avoir entre le groupe et le pays local. Donc, et je me suis dit, pourquoi pas ?
Donc mon job, ça a été de développer le PNL des crafts. Donc c'est la lettre de cadrage. J'avais 2 marques en particulier que je devais développer, Grimbergen et 6064 Blanc. 2 problématiques complètement différentes, puisque Grimbergen, en fait, il est dominant en France. 70% du business, c'est la France. Donc le challenge, c'était d'étendre la géographique footprint, de faire qu'il est vendu dans plus de pays. Et sur Blanc, c'était une autre problématique. C'était, sans mauvais jeu de mots, une page blanche. Il n'y avait rien. Je suis arrivée, il n'y avait rien. On ne savait pas dans quel pays c'était vendu, etc. Il n'y avait rien. Donc marketing, commercial, financier, il n'y avait rien. Les 2 ont été fantastiques. Et sur Blanc, donc on a triplé le business. Ça marche super bien maintenant, en plus, ce truc, on a triplé le business. On a passé le million d'hectolitres, et c'est devenu la marque et la plus grande croissance du groupe globalement. Et après, ils m'ont dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais moi, je trouve que c'est très intéressant de toujours avoir un équilibre entre une connaissance du marché, où tu es vraiment ancré dans le business et tu as vraiment une accélération, tu fais quelque chose, tu vois si ça marche, enfin, c'est plein d'adrénaline. Mais aussi, de temps en temps, passer au siège, où tu peux développer ton strategic thinking, parce que tu es plus sharp, tu es plus pointu. Mais si tu restes trop longtemps dans le siège, tu perds aussi le sens des réalités. Donc c'est très important pour moi d'alterner toujours une expérience entre le pays, le siège, le pays, le siège. Donc après 2 ans et demi au siège, j'ai dit ça me ferait plaisir de retourner dans un pays. Et ce qui m'intéresserait, ce serait l'Asie, parce que voilà, ça a l'air d'être un challenge incroyable. Et donc ils m'ont dit ok, super. Et ils m'ont proposé un poste de directeur marketing en Asie. Et après ils m'ont proposé le poste général manager à Singapour. Et là, du coup, ça couvre tout. Ça couvre tout. Vous commencez à 45 degrés. Vous remplissez. Et au bout de la moitié du verre, vous remettez droit comme ça. En général, on dit tout centimètre foam, tout figure foam. Donc votre mousse, elle doit faire 2 cm. C'est le truc idéal. Ceux qui s'amusent à avoir l'impression que ça fait cool de faire ça, c'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'ils maltraitent un beau produit, quoi. Ça m'énerve. Toute la bière rentre dans le pipe. Et la bière, c'est un organisme vivant. Donc en fait, elle va se développer, puisqu'on ne peut pas nettoyer facilement là. Donc elle va se développer, elle va descendre jusqu'en bas, jusque dans le fût, et elle peut créer un off-taste, une bactérie. Ok, là il est 22h, on vient de sortir des locaux de Carlsberg, on n'a pas filmé les au revoir avec Caroline, mais en tout cas un grand merci à elle, c'était super, on a passé une super journée. Je viens de réaliser, je n'ai même pas regardé l'heure, j'ai un rendez-vous avec le notaire à 19h. Ça va? Je me suis une alarme parce que si je l'oublie, mon mari va me tuer. Et en fait, je pourrais encore parler pendant des heures avec vous, donc c'est pas bon du tout. C'est terrible, voilà, c'est exactement ça. Je peux pas compter mes heures. Je trouve ça génial comme job, quoi. On est au téléphone, genre. Ouais, bien sûr, il m'appelle, il me dit est-ce que vous avez juste 5 minutes? Et puis je sais que si je dis oui, ce sera jamais pour 5 minutes. 30 minutes. Ce sera 2 heures. Je sais plus la dernière fois combien de temps on a parlé. Il y a plein d'histoires derrière les deux. Ouais, c'est excellent. Franchement, on pourrait rester des heures. C'est génial.